Donc là, c'est un des rendez-vous. Donc, on va notre avant-dernière masterclass de la session. Donc aujourd'hui, on fait la thyroïde et la prochaine fois, ce sera le cortisol, sachant que je vous devrai encore la testostérone. Mais la testostérone, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit blocage. Il doit y avoir un truc. Faut que je regarde pourquoi ça me parle moins. Mais bon, voilà, je vais quand même essayer de vous faire une transmission sur la testostérone. En tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est la thyroïde, c'est pas forcément non plus l'hormone la glande, puisque là, on est sur une glande la plus facile. Du coup, je vous mets mon écran, à partir du début. Voilà, vous voyez bien là? C'est OK. Super. Donc, Euh, voici donc la masterclass sur la thyroïde. N'hésitez pas si vous voulez dans le chat. J'irai le voir de temps en temps. Voilà. Coucou Colette. Ouais, je vais peut-être les défiler un petit peu, mais à un moment donné, si vous voulez m'arrêter, parce qu'il y a un truc où vous voulez qu'on s'arrête, n'hésitez pas à prendre le micro aussi. Donc la thyroïde. En introduction, je voulais vous dire que dans le livre de Libby Weaver, donc la première masterclass qui était sur cette fameuse femme pressée, puis j'imagine que un certain nombre d'entre vous, en tout cas je le sais, certaines m'en ont parlé, vous avez lu ce livre et vous avez pu voir la portée du truc, vraiment passionnante. Et ce qu'elle dit, en fait, c'est que énormément de femmes ont des dérèglements de la thyroïde en périménopause. Alors, pas que en périménopause, mais en tout cas, c'est la période hyper favorable. En fait, il se trouve que la thyroïde, et ça, je l'ai entendu plus récemment dans un podcast de Jean-Christophe Charrier, euh, on va voir son rôle de booster le métabolisme, en fait, elle est presque sollicitée à chaque mois aussi par le cycle féminin. Ce qui pourrait expliquer aussi voilà, cette susceptibilité plus grande des femmes à vivre des dysthyroïdies et des dysthyroïdies qui peuvent être des up and down, enfin des plus et moins. Euh, voilà. Encore hier, j'avais une consultante, dans son histoire, elle avait eu de l'hyperthyroïdie juste après une fin de grossesse, puis de l'hypothyroïdie, et là, quand elle est venue me voir, elle présentait tous les signes d'une hyper. Donc voilà, sachant que voilà, la thyroïde, c'est pas un long fleuve tranquille, et les femmes, on est vraiment très susceptibles d'avoir ces problématiques. Et souvent, en plus, on peut confondre les symptômes d'hypothyroïdie avec ceux de la ménopause, sachant qu'ils peuvent être confondus et coexister. Donc voilà pourquoi c'était hyper important aussi d'aborder la thyroïde entre nous. Euh, Ce qu'il faut savoir en introduction aussi, c'est que les pathologies auto-immunes progressent et qu'elle touche très fréquemment la thyroïde. Voilà, c'est pour ça que c'est complexe avec la thyroïde, c'est que on peut avoir une composante auto-immune. Euh, Malheureusement, les pathologies auto-immunes progressent voilà. À mon avis, on va voir là un peu toutes les conséquences des vaccinations. Parce que la thyroïde, en fait, elle est très sensible aux métaux lourds et que souvent dans les vaccins, il y a des adjuvants métalloïdes, hein, notamment l'aluminium. Donc ça, on va le voir, voilà. Donc quand on est en séance de naturopathie, nous, ce qui va nous intéresser, souvent les hyperthyroïdies sont diagnostiquées. Donc c'est pour ça que vous verrez dans le questionnaire hormones, on va plutôt essayer de débusquer des hypothyroïdies non diagnostiquées. Je dis ouais, les hyperthyroïdies, elles sont souvent diagnostiquées, même si, enfin, parfois elles peuvent ne pas l'être, hein, on est d'accord, mais parce que ça donne des signes qui touchent un amaigrissement, une tachycardie importante, donc ça met dans un état qui peut être inquiétant et qui peut sembler vraiment anormal. Alors une hypothyroïdie, on peut confondre voilà, les signes avec plein d'autres choses, de fatigue chronique,
Puis souvent, les femmes à la ménopause, elles se disent, bon, bah, ça y est, je suis en ménopause, c'est la cata, je suis fatiguée, quoi. Donc, quelles sont les causes profondes des dérèglements hormonaux? Et c'est là où, bah, pour celles qui étaient hier à la supervision, j'ai commencé à vous en parler, mais là, j'ai bien potassé le livre de Marion Baudier-Melon, Marion nutrithérapeute, et elle, ce qui est intéressant, donc son livre s'appelle Trouver votre équilibre hormonal, on l'aura en toute fin dans la bibliographie, hein. Euh, Marion, voilà, elle va un peu plus loin dans les causes profondes et je vais vous présenter ça dans cette masterclass. Donc la thyroïde, la voilà. C'est une glande, voilà, qui est à la base du cou, qui est posée sur, voilà, la trachée artère, la trachée artère, la trachée. Il y a voilà, qui est comme un papillon. euh, avec un cartilage qui la soutient, qui lui permet de s'accrocher à la trachée. Alors, sur ce schéma, je ne l'ai pas, mais c'est Alicia hein, qui nous a montré un schéma vraiment intéressant dans son atelier où on voit passer le nerf vague et on voit qu'il est potentiellement, il innerve cette glande aussi, quoi. Donc, elle est évidemment dans le système endocrinien, mais va savoir si elle n'a pas aussi un lien très proche avec le système nerveux, notamment le nerf vague. Donc, ce qu'on voit dans cette masterclass, la thyroïde, je vais vous représenter vraiment quelques rappels. On va voir justement quels sont les signes et les ressentis d'une hypothyroïdie et ce qu'on va appeler souvent une hypothyroïdie frustre, c'est-à-dire qui n'apparaît pas dans les analyses, mais qui est pourtant présente. On va voir les causes et les conséquences de l'hypothyroïdie et quel accompagnement naturopathique on pourra faire. À l'occasion, je vous donnerai quelques éléments sur l'hyperthyroïdie, parce que, en fait, ce que dit Libby Weaver, justement là-dedans, c'est que ces dérèglements de la thyroïde sont souvent liés à une inflammation de la thyroïde elle-même. Donc, ce terrain inflammatoire peut s'exprimer sur la thyroïde, et dans ce cas-là, c'est là où la thyroïde peut faire des hyper et des hypos en bascule, finalement. Dans le assez rapproché, quoi. C'est ça qui est compliqué avec la thyroïde aussi, c'est qu'on parfois on pense enfin, on pourrait se dire que ce serait facile si on était en hyper ou en hypo, mais des fois il y a un mixte. Et c'est un peu aussi comme burn-in, burn-out. Dans le burn-in, on peut avoir une hyper, mais qui va se terminer dans un beau crash de burn-out. Alors, rappel sur cette glande thyroïde. Notre thyroïde, c'est notre thermostat. Il y en a qui disent que c'est la chaudière, mais moi, je préfère dire que c'est le thermostat parce que, en fait, elle va réguler tout le métabolisme pour l- la vitesse des réactions, en fait, physiologiques dans toutes les cellules du corps, avec certaines qui sont plus ou moins sensibles. Mais du coup, oui, c'est la chaudière, mais c'est surtout le thermostat qui permet de réguler la vitesse de fonctionnement des cellules et notamment de production de l'ATP. Du coup, ça, c'est utile quand on grandit. Donc, bon, ça, je l'ai pas, j'ai pas mis d'image, mais on doit monter le thermostat quand on grandit parce que c'est un moment où il y a beaucoup de multiplication cellulaire, donc il faut beaucoup d'énergie. Quand on s'adapte au froid, et du coup, bah, la thyroïde, elle est plus ou moins sollicitée en fonction des saisons, et des fois, elle aime pas les intersaisons parce qu'il faut changer. Des fois, des gens qui vous disent, ouais, je suis hyper fatigué à chaque intersaison, bah, c'est peut-être que la thyroïde a du mal à s'adapter. Elle est aussi sollicitée quand on veut aller plus vite, notamment dans le sport, très concrètement, hein. Plus vite pour faire face à un danger, plus vite pour voilà, un besoin ponctuel, ou pour notre femme pressée, faire plus dans la to-do list avec tout ce qui est urgent, etc. Ça, le corps peut sentir que c'est un besoin de faire plus. Et notre thyroïde, du coup, voilà, on a ce thermostat qui est... et le truc, c'est que souvent, la thyroïde, elle a besoin d'une alternance de je fais vite, je réponds à ce besoin de faire plus vite, faire plus, un métabolisme accéléré, mais elle a besoin de repos. On ne peut pas faire vite tout le temps. Et c'est là que bah, on va avoir la grosse problématique de l'alternance entre je fais vite et je me repose. Et donc voilà très rapidement hein, l'axe thyroïdien.
Le cerveau, via hypothalamus, hypophyse, bon, envoie la TSH à la thyroïde qui va produire, voilà, qui va produire la T4 et celle-ci va être transformée en T3T4, en T3 dans des organes périphériques, dont le foie, mais aussi les reins, les muscles. Là, le cerveau, il y a plein en fait, il y a plein d'organes qui sont capables de cette conversion. Donc, et la forme active, du coup, qui va agir directement sur les cellules pour accélérer le métabolisme, c'est la T3 libre. Souvent, ça rappelle, action de la T3 sur les cellules cibles de notre organisme, beaucoup de cellules cibles. Et d'ailleurs, ce schéma, je l'ai pris un peu sans faire attention, mais le rétrocontrôle, il se fait surtout par la T4 et pas tant par la forme active. Donc ça, ah, vous voyez, j'ai pris ce schéma de Élise Rouvray sans vérifier. En plus, toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur, c'est une naturopathe. Je trouvais qu'il était bien fait, il était joli, mais en réalité, il y a peut-être... oui, tout à fait, Pauline. Le fait de cette difficulté de l'adaptation de la thyroïde aux intersaisons, ça pourrait expliquer les chutes de cheveux. Ça s'explique aussi par le fait que on avait l'habitude, enfin, quand on regarde les chats, les chiens, etc., ils perdent leur poil parce qu'ils ont un poil d'hiver, un poil d'été qui est moins dense, etc. Donc souvent, bah, évidemment, au printemps, il y a la grosse chute de... Mais nous, c'est vrai que ça nous arrive aussi à l'automne. Donc peut-être une faiblesse de la thyroïde, une difficulté. Et cette histoire de perte de cheveux, c'est que en réalité, donc la thyroïde, dans ses cellules cibles, il y a certainement les cellules de croissance des cheveux, il y a les os, etc. Et comme quand elle est en difficulté, et ben en fait, l'organisme, il s'arrange pour orienter les hormones et les croissances uniquement sur ce qui est vital, et les cheveux, c'est pas vital, hein. Donc voilà, là vous avez déjà dans ce schéma un petit aperçu des molécules nécessaires pour fabriquer nos hormones thyroïdiennes, donc l'iode. T3, ça veut dire qu'il y a trois molécules d'iode, T4, il y en a quatre, et de la tyrosine. Et au niveau de la transformation de T4 en T3, forme active, sélénium, fer, zinc et magnésium. Bon, on a déjà voilà, quelques notions, rappels de ça. Régulation de la température, donc permet le fonctionnement de la mitochondrie, vraiment, clairement, l'hormone thyroïdienne rentre dans la cellule et accélère la mitochondrie. Elle travaille sur le métabolisme des os aussi. Euh, Elle va stimuler la production d'os, donc c'est intéressant et pendant la phase de croissance, mais c'est intéressant toute notre vie, puisque toute notre vie, nos os se renouvellent, et c'est intéressant notamment à la ménopause, puisque si ça fonctionne pas bien, on est susceptible d'avoir de l'ostéoporose. Régule la fonction cardiaque aussi, modèle le rythme cardiaque. Donc ça aussi, quand bah, hier, par exemple, la personne que j'avais avait des problématiques d'arythmie, ben, sa thyroïde était engagée aussi. Différenciation cellulaire, ça c'est surtout pour le fœtus, dans le ventre de sa mère, croissance et développement cérébral du fœtus. Et elle a un rôle aussi sur le système nerveux. En fait, pourquoi quand on a une hypothyroïdie, on ne se sent pas bien, c'est qu'elle stimule le système nerveux. Donc c'est là où je disais qu'il y a le nerf vague qui passe par la thyroïde. Elle va stimuler le système nerveux et c'est ce qui fait que quand on a une hypothyroïdie, on se sent moins bien, on a des déséquilibres des neurotransmetteurs et brouillard mental, mémoire qui dysfonctionne, etc. Il y a aussi la régulation des grands liquides. Alors le calcium aussi, alors il y a la thyroïde et les parathyroïdes qui sont dessus, qui jouent aussi un grand rôle dans la production de calcitonin. Quand on est en dysthyroïdie, donc 10, ça veut dire que ça marche pas bien. Ça peut être de l'hyper ou de l'hypo, hein. Hyper, c'est ça fonctionne trop fort et hypo, ça fonctionne pas assez. Quand on est en hyper, ça peut être base d'eau.
une pathologie auto-immune qui accélère le fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde est attaquée par le système immunitaire, mais du coup, elle réagit en s'accélérant. Ou alors iatrogène, ça veut dire que ça peut être des médicaments. Hypo, avec ou sans composante immunitaire, avec ou sans goitre. Et donc, si c'est sans anticorps, sans nodules, il peut y avoir des nodules aussi sur la thyroïde, hein. Souvent, ça va être, on va faire les médecins vont faire des échographies pour regarder. Sans nodules, sans goitre, donc voilà, ça c'est la plus simple des hypothyroïdies, avec nodule ou avec goitre. Le goitre, c'est le gonflement, hein. Euh, voilà, et c'est ce qu'on va appeler hypothyroïdie avec des anticorps, avec un goitre. En général, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Thyroïdite atrophique, c'est sans goitre. Bon, Hashimoto, on peut avoir Hashimoto sans voir, hein, un gonflement. C'est si on le laisse perdurer, cette ça va finir par faire un goitre. Et des fois, c'est des goitres qui sont hyper importants. Alors, que font les médecins pour faire des- pour diagnostiquer ces dysthyroïdies? Je vous rappelle qu'on n'est pas médecin, que souvent on aimerait bien le diagnostiquer, mais que ce n'est absolument pas notre rôle, et même on pourrait être taxé d'exercice illégal de la médecine si on le fait. Les médecins font en général en routine la TSH, donc cette fameuse hormone qui vient de l'hypophyse pour stimuler la production des hormones thyroïdiennes. Et donc la TSH, plus elle est haute, ça veut dire plus le rétrocontrôle indique au cerveau qu'il n'y a pas assez d'hormones. Donc la TSH monte quand on est en hypothyroïdie et baisse quand on est en hyper. Et donc ça, c'est la routine en général des médecins. Dès qu'on dit je suis fatigué, ils font la TSH. Très rarement, on a T3-4, T3 libre, T4 libre et T3 réverse. Le libre, ça veut dire qu'ils ne sont pas scotchés au transporteur, donc ils sont actifs. On peut analyser aussi les anticorps justement pour voir tout de suite s'il y a un engagement auto-immun. On peut doser l'iode dans les urines, puisque c'est dans les urines qu'on va le trouver, et tous les cofacteurs de la production et la conversion des hormones thyroïdiennes, sélénium, fer, cuivre, zinc, magnésium. Sont engagés en général aussi, on a besoin d'un bon niveau de vitamine A, D, B12, oméga 3 pour que au niveau cellulaire, parce qu'il y a la production, la conversion et au niveau cellulaire, l'atteinte des cellules cibles et le bon fonctionnement au niveau cellulaire, bah, de la mitochondrie. Et du coup, bah, il faut aussi vitamine A, D, B12, oméga 3. Donc il nous faut quand même un sacré panel de bons équilibres aussi micronutritionnels pour que tout ça fonctionne. Et qu'est-ce qui, par contre, empêche vraiment le fonctionnement correct de la thyroïde? Les métaux lourds. Je vous en ai tout de suite parlé parce que ça, c'est un gros, gros, gros sujet. Autant, voilà, en termes de perturbateurs endocriniens et sur la thyroïde. Et je ne sais pas si vous avez vu passer là, les infos récentes sur le fait que quasiment tous les enfants aujourd'hui sont intoxiqués au cadmium par Bon, c'est en plus sorti au moment de l'actualité sur la loi du plomb qui veut que les agriculteurs puissent réutiliser certains produits phyto. Bah, c'est tout ça, ça se termine dans l'eau du robinet et ça se termine dans le sang des enfants notamment. Et c'est des enfants du coup qui vont avoir des problématiques beaucoup plus, enfin, qui sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des problématiques d'hystéroïdie. Mais on est toutes concernées parce que aussi parce que pollution de l'air, pollution des sols, pollution de l'eau, toutes concernées, quoi. Il y a évidemment aussi un terrain génétique. On estimerait, et ça c'est dans le bouquin de Bruno Méret, qu'on serait à peu près 10% de la population qui serait en hypothyroïdie. Beaucoup de dysthyroïdie inflammatoire. La thyroïde elle-même fait de l'inflammation, avec ou pas de l'auto-immunité, mais enfin souvent ça, hein. Et
On peut voir souvent aussi une association entre hypothyroïdie, HOMA perturbé, CRP US perturbé. Donc voilà, ça a été démontré dans les études scientifiques. Et donc, je vous rappelle, en termes de dysthyroïdie auto-immune, basse dose c'est plus, Hashimoto c'est moins. Mais parfois, il y a des gens qui font des alternances. Donc on sait aussi que, attention, il peut y avoir des variations dans la journée. Ben, on en a un petit peu discuté hier avec l'une d'entre vous. Attention, une, euh, une analyse en hormonologie, une analyse unique à un temps T peut être révélatrice, mais il faut, en tout cas pour la thyroïde, c'est bien de pas s'arrêter juste à un tenté. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une cliente que je suis depuis un certain temps, puis qui avait plein d'analyses. On a pu refaire un graphique de l'évolution de sa TSH, par exemple. Et c'était intéressant parce que, voilà, parfois il y a des variations dans la journée, il peut y avoir des variations saisonnières. Tout ça, c'est un système qui s'ajuste en permanence. Donc, pas d'alarmiste, pas d'alarme sur une seule analyse. Regardez un peu plus ça plus globalement. Mais enfin, ce que je vous dis là, tout ce qui est sur ce slide-là, ça devrait être du rôle du médecin, hein. Donc, comme nos médecins ne sont pas bien formés, nous, on peut bien quand même prendre en charge tout ce qui est les carences, parce que ça, pour le coup, je le dis, je le répète à chaque fois, on peut considérer que c'est plus du ressort de notre naturopathe. Mais ce qui serait génial, c'est d'avoir des médecins formés à la micronutrition, et à la médecine fonctionnelle. Médecine fonctionnelle, c'est un terme qui nous vient plus de l'anglo-saxon. Et j'ai découvert plus récemment, je vous l'ai partagé dans le Télégramme, l'endobiogénie. Je me suis dit, waouh, génial, ce truc-là, Jean-Christophe Charrier. Je fais mes découvertes hein, en même temps que je vous propose les masterclass. Je suis assez transparente, hein, c'est work in progress permanent. Et cette endobiogénie, je trouve que c'est une approche mais super intéressante. Et alors j'ai regardé donc Jean-Christophe Charrier, déjà il a été interviewé dans le podcast Métamorphose, donc il est un peu plus connu maintenant et notamment il a fait un épisode sur la thyroïde que je vous invite à écouter en plus de cette masterclass. Mais du coup j'ai été regarder effectivement c'est ces médecins médecins, pharmaciens, ostéo, dentistes. Il propose des formations sur tout ça, l'Institut d'endobiogénie. Et du coup, c'est des médecins qui, là, sont capables d'aller voir plus précisément les équilibres du système nerveux. Et là, ils ont une grosse expertise sur le nerf vague, beaucoup plus détaillé que ce que enfin, quand j'ai regardé le programme, je me suis dit, waouh, ça va bien plus loin que ce que nous, on peut en savoir. Et une grosse expertise sur le système endocrinien. Et figurez-vous qu'ils considèrent que le système endocrinien est réservé aux professionnels de santé dans leur formation. C'est-à-dire que nous, les naturopathes, on n'a même pas accès à toutes les formations sur le système endocrinien, tellement ils considèrent que c'est normalement du ressort de la médecine. Donc voilà, grosse frustration, vous imaginez bien au quotidien dans nos cabinets de ne pas avoir assez de médecins formés. Et sur le site de l'endobiogénie, il y a un annuaire des médecins formés, mais j'ai regardé, il y en a très très peu en France, quoi. Mais là, j'envoie ma fille en voir un en Suisse, donc je pourrais vous raconter. Bon, ma fille, elle a des problématiques, et notamment de thyroïde, mais parce que c'est iatrogène. Elle prend des médicaments qui lui bousculent la thyroïde. Et du coup, j'ai vu qu'elle habite tout près de la Suisse. Et du coup, la semaine prochaine, elle va rencontrer un médecin formé à l'endobiogénie à Genève, enfin à côté de Genève. Donc, je suis toute contente. Je pourrais vous raconter ce que ça donne. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis très mal à l'aise quand je vois des TSH, T3, T4. Je sais que vous, ceux qui ont fait le cursus de l'ESN, vous avez eu des cours pour vous apprendre à lire ces analyses-là. Mais moi, je suis très mal à l'aise de les lire et de les interpréter. Alors, T4 et T4L, c'est la même chose? Non. Alors, comment on se prémunit de l'intoxication aux métaux lourds en dehors de l'alimentation et de l'eau? Bah, il faut faire des cures détox, Pauline, quand on sait qu'on vit dans une zone où il y a beaucoup de pollution de l'air. Voilà.
C'est notre hygiène quotidienne de détoxination, en fait, et de soutien, du coup, un peu plus du foie. Alors, la cure de chlorella, effectivement, en interne, marche bien. Attention, moi, j'ai des expériences mitigées sur la chlorella. Il y a des gens à qui ça fait beaucoup de bien et d'autres, ça les crève. Alors, je pense que c'est qu'il y a peut-être des préalables à faire avant que ça marche. Oui, tout à fait. Batterie de cuisine, produits cosmétiques, mobilier, peinture. Bah, toi, Fabienne, tu dois bien le savoir avec ton centre que tu viens d'ouvrir, ton centre de thérapie. Le problème étant aussi quand tu achètes des peintures, il faut faire attention, etc. Et ça peut être un peu rémanent, quoi. Tout ce qui est anti-flamme, su- tous nos meubles sont traités par des anti-flammes pour pas qu'ils prennent feu si jamais il y a une cigarette qui tombe dessus ou une bougie. Et ben en fait tout ça c'est bourré de métaux lourds. Donc en fait d'aérer, de pas mettre un enfant ou une femme enceinte ou nous-mêmes trop rapidement dans une pièce quand il y a que des meubles neufs, des produits neufs. Enfin bon, c'est tout un pur d'argile. Ouais, je trouve que c'est intéressant aussi. Ail des ours. Coriandre ont des pouvoirs chélateurs. Enfin, regardez aussi toutes les plantes. Il y a quand même un problème de remboursement aussi qui pousse les médecins à ne plus prescrire T3 et T4 et anticorps. Souvent, ils ne regardent que la TSH car ils se font taper sur les doigts par la CPAM, tout à fait, s'ils prescrivent d'autres choses que dans les analyses. Ouais, 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 ouais. Non, mais ça, c'est une cata. Donc, du coup, alors voilà, je vous ai remis un petit schéma. Alors, tous ces schémas-là que vous allez voir en noir et blanc sur fond crème sont issus du livre de Vincent Renaud et Véronique Lies, Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie. Donc là, on voit là encore les cofacteurs nécessaires. Ben, l'hypothalamus, il a besoin de zinc, de vitamine A et de fer pour faire la TRH. L'hypophyse a besoin de zinc, de vitamine A et de fer aussi pour faire la TSH. C'est pour ça que les gens qui sont en anémie fériprive, attention, toutes ces femmes qui manquent de fer à cause de leurs règles, notamment, et qu'elles ne mangent pas assez de viande rouge, ben, on va avoir des problématiques susceptibles de thyroïde. Pour la thyroïde elle-même, iode, tyrosine, sélénium, fer, zinc, vitamine A, magnésium, vitamine B. Euh, donc la TBG, c'est le transporteur des hormones thyroïdiennes qui va transporter ensuite la T4 qui va être convertie grâce à, alors campérol et gulstérone, ça c'est des molécules actives de plantes qui peuvent stimuler la transcription avec du zinc, du sélénium, du fer, du zinc, du magnésium. Et enfin, les tissus cibles ont besoin de vitamine D pour faire rentrer les hormones thyroïdiennes dans la mitochondrie, de vitamine A et de zinc. Tout ça, c'est des activateurs de récepteurs. Thyroïde. Et du coup, pour nos femmes qu'on suit, la thyroïde, vous avez vu quand je vous ai parlé des problèmes d'hyper ou d'hypoœstrogénie, des problèmes de manque de progestérone, ou on va le revoir aussi pour le cortisol, nos précurseurs de toutes nos hormones stéroïdiennes, c'est la prégnénolone, et cette prégnénolone est fabriquée au sein de nos mitochondries, et il nous faut des hormones T3 pour faire entrer le cholestérol dans la mitochondrie. Donc, une hypothyroïdie peut être une cause de dysovulation, donc d'un manque d'œstrogène ou de progestérone, et peut être dans le tableau d'une endométriose, d'un SOPK, d'une aménorrhée. Et en contrepartie, il y a aussi quand on est avec une trop dominance en œstrogène, notamment à la périménopause, c'est cette dominance dont je vous ai vraiment parlé dans la période de préménopause, ça peut aussi induire une hypothyroïdie. Donc voilà, d'où les relations voilà, d'où les relations très serrées. Mais tout ça n'est pas une fatalité si on a une bonne hygiène de vie et si on est suivi par un bon naturopathe. Donc, qu'est-ce qu'on va ressentir quand on est en hypothyroïdie? Souvent fatiguée, frileuse, surtout aux pieds et aux mains, parce que le système, bah, il se met en mode survie, réduction, il privilégie les organes
Donc voilà, si c'est quelqu'un qui est frileux de nature, bon ben, ne pas en tenir compte. Par contre, si c'est quelqu'un qui vous dit, ah oui, ces derniers temps, j'ai particulièrement froid aux pieds et aux mains, alors là, voilà, des cheveux et des ongles cassants, perte de volume de la chevelure et pas une perte juste sur le haut du crâne, mais vraiment le volume global. Le haut du crâne, ce sera plutôt la testostérone, voilà. Déprimé, du mal à se concentrer, parce que je vous avais dit le rôle de la thyroïde sur le fonctionnement du système nerveux. Un taux de cholestérol élevé, les paupières qui tremblent. Là, on pourra suspecter concomitamment un problème de magnésium, des douleurs musculaires ou articulaires, et d'où toutes ces femmes qui, à la périménopause, ont des douleurs articulaires, musculaires, qui flambent, une moins bonne immunité ou une maladie auto-immune et des problèmes de thyroïde dans la famille. Donc ça, c'est toutes les questions qu'il y a dans le questionnaire. Donc voilà, là, j'ai repris voilà, un petit schéma et où on voit les règles douloureuses ou abondantes, pardon, euh, irritabilité, anxiété, dépression, hypotension, constipation, nausée. Donc, dans le questionnaire, j'ai pas mis constipation, nausée, parce que souvent, la constipation, on va le questionner systématiquement, nous les naturopathes. Donc, mais ne pensez aussi que si vous avez un tableau de constipation, ça peut être un signe d'hypothyroïdie. Voilà, chute de cheveux, grande fatigue, prise de poids. Là, je vous ai mis tout le questionnaire dans le livre de Vincent Renaud et Véronique Liès. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses. Vincent Renaud, c'est son grand, bon, c'est une de ses grandes spécialités, hein. Son premier bouquin était sur la candidose et puis après, il a aussi beaucoup travaillé sur la thyroïde. Ce qui peut être intéressant de noter, c'est le gonflement, notamment toutes les personnes qui ont des rétentions d'eau, qui se réveillent avec le visage bouffi, les paupières gonflées. Ça, c'est un signe intéressant, hein, l'impression de vivre au ralenti. Difficulté à digérer les graisses, gonflement pieds-mains, tendance à la boulimie, à l'anorexie. Problèmes digestifs globaux plus que simplement la constipation, crampes musculaires, voix rauque au réveil, acouphènes, baisse d'audition. Voilà, là, vous avez les signes beaucoup plus complets. Donc, à voir. C'est vrai que pour pas alourdir trop le questionnaire, moi, j'ai mis que ça. Si vous avez un doute, pourquoi pas repasser quelque chose de plus complet. C'est vrai que quand on a un doute, souvent, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on dit, bah, allez demander à votre médecin de faire des analyses médicales. Mais après tout, si on n'arrive pas à avoir ces analyses médicales, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas passer ce questionnaire plus complet? Et surtout que là, en fait, vous avez voilà, euh, une interprétation proposée avec les scores, hein. Score inférieur à 25, pas d'insuffisance. Entre 25 et 50, insuffisance thyroïdienne. Donc là, on rentre, voilà. C'est pas... On propose à la personne de faire un autodiagnostic. Pourquoi pas? Vous avez aussi les signes d'hyperthyroïdie, ça pourrait être une idée. Euh, je la trouve maintenant en vous en parlant. En plus, en faisant référence voilà, au docteur Vincent Renaud, ben, on est quand même voilà, encore une fois dans quelque chose d'assez fiable. Alors, le problème, c'est quand il y a une hypothyroïdie. Alors, bon, on peut regarder rapidement les signes d'hyper, sensation permanente de chaleur, transpiration excessive, anormalement soif, perte de poids rapide et anormale, tremblement des extrémités, exophthalmie, les yeux exorbités. Alors ça, je vous assure, si vous l'avez jamais vu, moi je l'ai vu chez une copine, c'est très impressionnant. Effectivement, c'est une copine que je vois pas forcément toutes les semaines, mais quand on se voit, je vois tout de suite sur ses yeux si elle est dans une période d'hyperthyroïdie ou pas. C'est impressionnant. Palpitations et quelqu'un de très nerveux. Hier, la consultante que j'avais, mais elle parlait à toute vitesse. Et je sentais que moi, quand je parlais normalement, ça l'énervait parce que c'était pas assez speed, quoi. Vraiment, il y a un turbo, quoi. Turbo, nervosité impressionnante.
Bon, sur l'hypothyroïdie, les problèmes peuvent venir de différents niveaux. Nous, on a plutôt tendance à considérer que c'est souvent la thyroïde qui, elle, est ralentie. Mais en réalité, ça peut venir de la thyroïde, de l'hypophyse ou de l'hypothalamus. C'est ça ce qu'on va qualifier primaire, secondaire, tertiaire. Et ce que je vous ai dit, et ça peut venir aussi au niveau cellulaire, d'un manque de récepteurs ou de cofacteurs. Et donc, on peut avoir une production insuffisante, une conversion insuffisante, une conversion trop importante, et c'est là qu'on va trouver la T3 réverse, et une mauvaise entrée de T3 dans la cellule, dans le noyau. Alors, je regarde vos questions rapidos. Ok, d'accord, Christelle qui doit partir. On parlait de voilà, pour la détox, effectivement. J'ai pas fait un slide détox de métaux lourds, mais ça aurait valu le coup. Donc, je vais mettre le chat en lien du replay pour ceux qui ne sont pas là. Parce qu'effectivement, soutenir le foie pour la détoxification des métaux lourds, c'est hyper important. Une cure de NAC peut être très intéressante. Glutathion. NAC, Colette dit NAC, glutathion, glycine. Ça, c'est en lien, voilà. Elle nous met le lien vers un article de Julien Vernisson. Euh, Douleur musculaire et thyroïde, Fabienne, ben, en fait, c'est un symptôme qu'on peut observer, en fait. Quand la thyroïde ne marche pas bien, je vais regarder comment il l'exprime. Euh, je ne saurais pas te dire le mécanisme physiologique. Euh, je regarde comment c'est exprimé par Vincent Renaud. C'est vrai qu'on ne l'a pas. Je suis Si, il dit j'ai des crampes musculaires. à des crampes. Alors, c'est surtout des crampes, en fait. Oui, quand on parle de douleur. Ok. Mais ouais, je me dirais. Mais c'est surtout après le matin, mes articulations sont raides. Ça va surtout être le système articulaire, quoi. En fait, ça vous est déjà arrivé, non, de ressentir ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Le matin, on se réveille, puis on a l'impression que on est tout raide, quoi. Sur certaines périodes. Bon, moi, je pense que j'en ai fait des hippos, c'est clair, ces dernières années. Et notre femme pressée, du coup, se repose rarement, ni pendant les règles, ni quand la fatigue se fait sentir, ni en vacances, parce que même en vacances, elle est au taquet. Et à force de surmenage, risque l'hypothyroïdie. Donc voilà, c'est toujours, comme je vous le disais, ce système un peu burn-in, enfin, suradaptation, suradaptation, suradaptation. Donc là, on est aussi bien sur les surrénales que la thyroïde. La thyroïde, c'est plutôt le surmenage. Les surrénales, ça va plutôt être le stress. Mais surmenage, surmenage, surmenage à l'adaptation, la thyroïde, elle envoie, elle envoie, elle envoie. À un moment donné, elle n'en peut plus. Peut-être qu'elle fait une hyper, et puis après, effondrement. C'est notre femme pressée, c'est une performeuse sportive de son image, de son emploi du temps, et elle peut avoir aussi un terrain inflammatoire lié à une porosité intestinale due au stress. Donc ça, c'est aussi des facteurs qui vont vraiment favoriser ces problèmes de thyroïde. Et alors, du coup, quand elle a un petit peu de fatigue chronique, de brouillard mental qui l'empêche de réaliser sa to-do list, pour elle, ça va être compliqué. Donc, on a parlé des perturbateurs endocriniens dans les causes. Là, je vous ai mis un article publié dans le ResearchGate qui nous met en petite croix rouge tous les endroits où les perturbateurs endocriniens peuvent agir pour nous créer des problèmes de thyroïde, au niveau de l'hypothalamus, au niveau de l'hypophyse, au niveau de la thyroïde, au niveau au niveau de la conversion T3, T4, au niveau des transporteurs, enfin, au niveau du foie, au niveau des cellules cibles, bref. Bon, ça, c'est des choses assez pointues. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, il y a les métaux lourds. Pensez aussi aux femmes qui fument. Euh, L'épiphase, donc ça c'est ce qu'on trouve dans les fameuses casseroles à revêtement anti-adhésif, mais aussi dans une partie des pesticides, hein, des produits phyto.
Manger bio, indispensable, changer sa batterie de cuisine, éviter tous les métaux lourds. Il y a aussi tout ce qui est les vêtements neufs qu'on asperge, qui sont aspergés de produits pour qu'il n'y ait pas de champignons qui se développent pendant le transport, dans les conteneurs, etc., etc., ou en boutique. Bah, ça aussi, c'est des catastrophes. Donc, quand vous récupérez un vêtement neuf à la machine avant d'être porté, salut Charlotte. Donc voilà. Bien sûr, les perturbateurs endocriniens, le surmenage et le stress. Bon, on en a déjà pas mal parlé. Je vous rappelle cette petite vidéo TikTok là qui était rigolote pour montrer le lien entre d'où pouvait venir quand on a un tableau avec des signes d'hypothyroïdie, des signes de trop de cortisol, des signes d'insuline. Bon, dans cette petite vidéo TikTok, il remontait à la cause de l'hyperinsulinémie. Donc attention aussi à l'alimentation, mais aussi attention évidemment au surmenage et au stress. Ne jamais se reposer, un excès de sport. Souvenez-vous, pour celles qui ont fait le SN, c'était Sophie Pian qui vous a fait quelques cours. Elle a été sujette, elle en parlait dans ses cours, hein, donc c'est pas, c'est pas un scoop. Elle a été sujette à de l'hypothyroïdie parce qu'elle fait énormément, énormément de sport et des trails de longue distance. Et du coup, elle a dû, bon, suite à aussi à un épisode de burn-out, elle a dû vraiment réduire ses entraînements sportifs. L'exposition au froid, attention, hein, cette mode de Wim Hof, on en a pas parlé déjà plusieurs fois. Pour la thyroïde, c'est quand même une grosse sollicitation. La lumière bleue, gros stress. Désynchronisation du rythme circadien, hein, on l'a vu, dès qu'on dit que quelque chose peut venir d'un niveau hypophysaire, hypothalamus hypophysaire, bah, au rythme circadien, excès d'insuline, de glucides et parfois burn-in de la thyroïde, donc je vous en ai déjà parlé. Pour ce qui concerne la dominance en oestrogène, alors là, je vous ai mis un schéma où vous avez les axes, l'axe de l'hormone de croissance, l'axe gonadotrope, parce que vous savez toujours, hein, les hormones, ça fonctionne par axe. C'est comme ça qu'on les schématise, enfin, on les modélise, pardon. Et donc, on a notre axe thyroïdien, thyréotrope, et l'axe corticotrope avec les glandes surrénales, hein. Adrénales glandes, c'est les glandes surrénales. Et donc là, vous voyez, je trouvais ça intéressant sur ce schéma pour vous montrer toutes les relations. J'aime bien à chaque fois que vous glissez un schéma un peu complexe pour vous montrer que ce qu'on en connaît, c'est quand même un tout petit bout de rayon et encore, à mon avis, on pourrait faire des choses beaucoup plus complexes que ça. Et où on peut voir effectivement que nos œstrogènes, si on est en dominance, vont avoir un impact et sur l'hypothalamus, sur l'hypophyse et sur la thyroïde et sur les T4 et sur les transporteurs et sur la transcription. Bref, vous donner une relation physiologique simple, c'est pas évident. En tout cas, souvent, l'excès d'œstrogène entraîne une fonction thyroïdienne sous-optimale. L'excès d'œstrogène peut augmenter la quantité de transporteurs des hormones thyroïdiennes, donc du coup réduire le nombre d'hormones thyroïdiennes libres, actives. Et TBG en anglais, c'est thyroïdien, une des trois classes de protéines transporteuses des hormones thyroïdiennes. Je vous ai mis voilà. Donc voilà la complexité des choses. Non, je ne pense pas, Pauline, que les bains dérivatifs sont concernés quand on dit exposition au froid. Néanmoins, on a vu hein, dans les bains dérivatifs, s'il y a quelqu'un qui est hyper crevé, fatigué, complètement dévitalisé, on commence par remonter la vitalité. Je pense qu'avec une vitalité normale, il n'y a pas de raison que, avec une suspicion d'hypothyroïdie. Mais par contre, il faudra que la personne vraiment se couvre bien et chaud au moment où elle fait son bain dérivatif, hein. Irène, j'ai pas trop compris le lien entre l'excès d'oestrogène qui entraîne une fonction thyroïdienne sous-optimale.
Eh bien, physiologiquement, je peux pas te l'expliquer plus que ça, Véronique. Hmm. Ce que je peux juste te dire que c'est publié dans des articles, dont celui que je vous ai mis là en lien, et que voilà un schéma qui l'illustre. Excuse-moi, je me permets, ce que j'ai regardé, justement, je me posais la Ouais, question, et que les œstrogènes en excès réduisent la conversion T4 en T3 voilà, Ah, en d'accord. impact, et puis donc augmentent, comme tu disais, la production de la TBG. Donc ils ont cette... voilà. voilà. Mais bon, c'est... Oui, oui, je pensais que tu voulais une réaction physiologique un peu plus précise, mais voilà, c'est ce que j'ai mis là. Voilà, augmenter la production de TBG et ok, là, l'action des oestrogènes pour la conversion T4, T3. Donc, en fait, quand on travaille sur le syndrome prémenstruel à tout âge de la femme ou principalement en préménopause, parce qu'on a vu que c'était un endroit où on pouvait, on, tout, des fois, quand on travaille sur les SPM, on se dit, ah bah c'est juste pour le confort de la femme parce que la pauvre, elle peut avoir quelques signes de douleur mammaire, elle peut être un petit peu insupportable, irritable, etc. Mais en fait, en réalité, quand on s'occupe du syndrome prémenstruel, on s'occupe de la santé thyroïdienne, on s'occupe de la santé du métabolisme et on s'occupe aussi, on est aussi dans la prévention du cancer du sein, hein. Donc, c'est pas du tout anodin. Et moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour dire aux femmes, ne, ne supportez pas, ne supportez pas vos SPM. Il faut travailler dessus. C'est pas normal d'en avoir. Ça va, travailler sur le SPM, c'est de la prévention, santé. Santé mentale, santé physiologique, etc. Je pense que c'est un gros message que j'ai envie de faire passer. Je vais prendre le temps de vraiment faire des communications là-dessus. Euh, c'est pas que du confort, hein, loin de là. C'est vraiment de la santé importante. Cette dominance en oestrogène n'est pas normale. Je pense que c'est pareil, il y a des messages à faire passer sur quand est-ce que c'est normal d'avoir mal au ventre ou pas. Mais voilà. Donc, après, on a cette hypothyroïdie au niveau cellulaire, ce qu'on va appeler l'hypothyroïdie au niveau cellulaire, c'est quand finalement toutes les productions d'hormones sont OK, T3, T4, tout ça, tout ça. Mais au niveau cellulaire, on va avoir des problématiques, notamment d'entrée des hormones thyroïdiennes dans la cellule à cause d'un excès de calcium. Donc, ça, pour le savoir par rapport au potassium, donc, en fait, nos équilibres potassium, magnésium, calcium vont être impliquant l'entrée de certaines hormones, notamment pas forcément les hormones stéroïdes, mais les autres, dans la cellule, les hormones protéiques, hein, comme le sont les hormones thyroïdiennes. Et du coup, ben, en fait, pour aborder ces équilibres euh, calcium-potassium, la meilleure façon, c'est pas l'analyse sanguine, c'est les tests de cheveux. Et d'où l'intervention, donc je vous ai mis hein, dans Telegram et dans Notion le programme de juillet, d'où l'intervention en juillet de Julia qui va nous parler des ex-GG, qui va nous parler des tests HTMA. Ça me semble important qu'on soit formé là-dessus et puis qu'après on décide ou pas de le faire. Sachant que c'est pour ça aussi que moi je trouve que c'est intéressant de se complémenter. Il faut faire attention à nos complémentations, que ce soit des complémentations avec un spectre assez large et pas uniquement un minéral par rapport à un autre. On peut souvent avoir des, des manques de potassium parce qu'il n'y en a pas dans tous les légumes, si on prend trop de magnésium, si on prend trop de calcium. Donc voilà. D'où aussi, moi, de plus en plus, j'aime bien aller vers la complémentation en plasma marin parce qu'on a l'équilibre des minéraux qui est assez optimal dedans, quoi. On risque moins de déséquilibrer nos équilibres. Mais bon, on en reparlera le 7 juillet avec Julia.
et sa collègue Tiffany, parce qu'elle m'a dit qu'elles intervenaient toujours en double et elle nous expliquera tout de ces tests et de comment les mener. Euh, Ça peut être aussi au niveau justement des activations de la T3, que ça, c'est le problématique au niveau cellulaire, et puis des carences. Et notamment, je ne sais pas si parmi vous, Floriane est arrivée, mais bah, sinon je l'aurais fait témoigner, mais elle n'est pas là. Une membre du réseau là, qui a fait il n'y a pas longtemps un test génétique, justement parce qu'elle avait cette problématique. Et ça se voit que sur des tests génétiques, hein, ces problématiques enzymatiques. Voilà. Et dans les carences, on a sélénium, zinc, fer, on y pense souvent, et le bore. Et le bore, en fait, c'est un minéral qui est en grand déficit dans nos sols actuellement. Il en manque beaucoup dans les sols agricoles en France. Et moi, je connais des gens qui se supplémentent spécifiquement en bore. Mais alors là, on rentre dans des trucs un peu pointus aussi, hein. Alors, les causes, quand il y a quelque chose d'auto-immun, ben voilà, on va vers les causes de porosité intestinale, hein. Ça, je pense que vous avez le réflexe avec une mauvaise stimulation du nerf vague, une hyperperméabilité intestinale souvent sous-évaluée. C'est pareil, les médecins ne font jamais des tests de porosité intestinale, ne pensent jamais à cette cause. Donc, sous-reconnu, sous-évalué. Il n'y a que nous qui en parlons. Donc, parfois, quand les gens nous font confiance, on peut vraiment faire un travail là-dessus. Sinon, c'est plus compliqué. Et souvent, voilà, c'est de là que vient nos problématiques auto-immunes, et notamment, bah, c'est Signalé hein, qui a fait des gros travaux là-dessus pour le démontrer. Et en cause, évidemment, les produits laitiers, gluten et les anticorps, et notamment le gluten aurait des anticorps qui ressemblent à des molécules de la thyroïde. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail et du coup qui fait que quand on consomme du gluten, et ça maintenant c'est prouvé scientifiquement, on a plus de chances d'avoir un engagement de pathologie auto-immune sur la thyroïde. Donc évidemment, quand vous avez quelqu'un qui a un tableau avec une composante auto-immune, enlevez le gluten, ça paraît le minimum. Alors question, est-ce que caséine A1, caséine A2, bof? En tout cas, lactose aussi entraîne des inflammations. Et quand on a aussi beaucoup de consommation de glucides, une charge glycémique importante, qu'on active beaucoup les facteurs de croissance et l'insuline, on peut avoir aussi là une décompensation auto-immune. Voilà, je vous l'ai fait en très très rapidement. Euh, je- ouais, j'ai trouvé ça, mais évidemment, un foie épuisé peut aussi jouer. Et donc, ces fameuses causes profondes, alors voilà, Marion Baudier-Melon, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une démarche par rapport, dans son livre, qu'elle expose dans son livre et sur ses réseaux sociaux par rapport au système, et dans des masterclass, par rapport au système immunitaire qui est un peu similaire de celle que je vous ai présentée, en essayant de remonter à la cause interne du système immunitaire ou avec des facteurs hygiénico-diététiques, c'est-à-dire bah, nos trois piliers, hein, l'alimentation, le sport et le stress. Donc ça, elle en parle vraiment dans tous les trois quarts de son bouquin sont là-dessus. Et elle dit d'ailleurs que les trois quarts des problèmes hormonaux peuvent se solutionner avec ces mesures d'alimentation, de carence, euh, de sport, de gestion du stress, etc. Par contre, ce qu'elle aborde dans la dernière partie, c'est ce que je vous ai mis dans ce slide, c'est elle dit, mais quand on bloque, quand on n'a pas réussi à retrouver, par exemple, si on est dans une pathologie auto-immune, hein, on va pouvoir stabiliser les choses, mais la pathologie auto-immune la thyroïde sera toujours là. Par contre, si on est dans une hypothyroïdie juste frustre, un peu pressentie, pas diagnostiquée, pas là, normalement, avec nos règles d'hygiène de vie, on devrait pouvoir
et quelques plantes, on devrait pouvoir aider la personne à retrouver un équilibre. Si ça ne passe pas, dans un deuxième temps, et on l'a un petit peu évoqué avec Fabienne, le cas de Fabienne hier soir, ça vaut le coup d'aller explorer des causes qu'elle appelle plus profondes, euh, soit des causes liées à des interventions médicales, alors regardez la santé bucco-dentaire, les implants mammaires, ça peut arriver, et soit des causes voilà, qu'elle appelle liées à l'environnement, un Héliobacter pylori, c'est-à-dire l'infection par cette bactérie de l'estomac, une dysbiose, et notamment avec trop de Candida albicans. C'est arrivé aussi que dans certains études de cas, je vous en ai parlé, hein, attention, vigilance, est-ce qu'il n'y a pas une candidose derrière, une candidose digestive ou systémique? Des parasites, les gens se déparasitent plus du tout aujourd'hui, et pourtant, bah, dans l'ancien temps, on se déparasitait 2 à 3 fois par an, hein. Même dans médecine traditionnelle chinoise, on se déparasite à chaque nouvelle lune ou pleine lune, je ne sais plus. Voilà, ils se prennent une petite purge de plantes bien, bien adaptée. Donc pensez à ça aussi. Prolifération fongique, donc on en a parlé avec la candidose. Les fameuses mycotoxines, donc ça c'est des toxines de notre environnement, de notre maison quand elle est trop humide et du coup qui peuvent faire qu'on a trop de toxines de champignons ou de l'alimentation. D'ailleurs, on trouve beaucoup de mycotoxines dans les produits en vrac. Dans le café et le chocolat, enfin, il y a un certain nombre de produits. Et je vous ai mis donc les photos. Alors, elles apparaissent à l'envers dans Telegram. Faites attention, les pages sont dans le mauvais sens parce que j'ai j'ai cliqué dans le bon ordre, mais elles sont rentrées dans Telegram dans le sens inverse. Donc, prenez le chapitre dans le bon ordre, mais vous allez voir comment elle parle principalement des mycotoxines. Voilà. Les métaux lourds, donc pour savoir aussi doser nos métaux lourds dans le corps, bah, c'est par les tests de cheveux qu'on va les voir aussi. Donc ça, on verra ça avec le test HTMA. Le test HTMA, il permet de voir et les métaux, les bons métaux, enfin les métaux vitaux et les métaux toxiques. La charge toxique, plus globalement, elle en parle, voilà, des chocs traumatiques. Et ça, souvent, nous, on y pense. J'ai vu dans nos échanges, nos études de cas et tout, on dit, bah oui, quand il y a eu un choc traumatique, bah, ça va être difficile de faire complètement notre travail de hygiénique, de prévention, s'il n'y a pas un travail sur le choc traumatique. Maladie de Lyme. Moi, ça m'arrive une fois de temps en temps de suspecter une maladie de Lyme chez quelqu'un. Ça va se manifester par plusieurs signes et du coup, moi, ça m'est arrivé ces dernières années, voilà, je sais pas, sur une dizaine de personnes de dire attention, là, je suspecte vraiment une maladie de Lyme. Là, on a des troubles, enfin, on a des symptômes qui sont assez forts et assez incohérents et parfois assez généraux. Et bon, après, on peut mixer maladie de Lyme, métaux lourds, etc., etc. Donc voilà, pensez à ça quand vous avez accompagné quelqu'un sur 6, 8 mois, ou un an, et puis que il reste quelque chose en fond qui dysfonctionne. Et notamment, j'ai pensé aux mycotoxines sur le cas de Fabienne hier, parce qu'il y avait énormément d'allergies à tout, avec des manifestations allergiques importantes. Mais bon, ça peut peut-être être autre chose. Ok? Je regarde l'heure parce que je ne regarde pas trop l'heure. Il est 1 heure. Ok. Et notre femme pressée alors? Bah, on l'a déjà dit, hein? Elle a pas mal de comportements qui favorisent l'excès de la dysthyroïdie, qui favorisent la dysthyroïdie, je ne dis pas l'excès. Stress et surmenage, alimentation carencée, parce qu'elle va faire attention à son poids, qu'elle a l'habitude de manger light. On l'a vu sur le cas de Charlotte hier soir, hein. Bah, les produits light, les produits pleins
plein d'additifs, évidemment. Les produits ultra transformés, ça va induire une alimentation carencée, parfois un excès de sport. Manque de progestérone et de GABA, on va aussi avoir des comportements qui vont favoriser la dysthyroïdie, les écrans, les couchers tardifs, le dérèglement de la chronobiologie, SPM et périménopause débilitante. Voilà, je vous ai parlé un petit peu du lien. Et donc, se pose la question aussi, c'est ce que je vous ai dit, de faire appel à un médecin formé au problème de thyroïde s'il y a si la modification de l'hygiène de vie ne suffit pas ou s'il y a auto-immunité. Euh, ouais, moi, pour tout ce qui est auto-immun, aujourd'hui, j'essaye de trouver des médecins formés, quoi. Donc, sur une amie qui avait donc cette hypothyroïdie qui s'est déclarée il y a 2, 3 ans, moi, je l'ai envoyé voir le docteur Vincent Renaud. Je me suis dit, moi, je sais pas faire. Je voyais aussi que son hygiène de vie était quand même loin d'une hygiène naturopathique et je me disais, bon, si c'est la copine qui dit qu'il faut arrêter le gluten, les laitages, la cigarette et compagnie, ça va avoir moins d'impact que si c'est un médecin. Et pour moi, quand il y a une composante auto-immune, bah, faut plus rigoler, quoi. Enfin, faut y aller sérieusement. Voilà, faut pas faire dans la dentelle. Faut engager une grosse, grosse, grosse réforme d'hygiène de vie. Et voilà, des fois, bah, de passer par un médecin, et puis après, peut-être des traitements aussi, des traitements, justement, jugés, en fait, parce que le problème, c'est que s'il y a une composante auto-immune qui est diagnostiquée, souvent, la médecine officielle, les endocrinos vont proposer des traitements, chimiques, enfin, conventionnels, et du coup, bah, nous, comment on se positionne vis-à-vis de ces traitements, c'est très complexe. Euh, Moi, une fois, une personne m'avait téléphoné en me disant oui, je vous appelle parce que je voudrais arrêter le lévothyrox. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je dis non. Voilà, là, on n'est pas formé, on n'est pas habilité, ça devient compliqué. Et c'est la première, voilà, dans cette masterclass-là, moi, je, voilà, je vous mets bien en garde sur le fait de pas, voilà, de connaître les limites de nos capacités d'action, quoi. Et de bien dire aux personnes qu'on est, en complément, enfin en médecine complémentaire, et aussi de ne pas hésiter à continuer à nous former. Et moi, je pense que je vais me former parce que je me rends compte, vous voyez, vraiment le parcours qu'on fait ensemble dans le réseau, là, dans ce collectif qu'on appelle maintenant Freya, me fait progresser aussi énormément. Et d'ailleurs, je vous en suis très très reconnaissante parce que aujourd'hui, je me rends compte aussi que mine de rien, et grâce aussi à vos interventions, différents ateliers, le dernier atelier d'Alicia aussi, bah, moi j'ai aussi mes limites de compétences, notamment sur le système nerveux. Je me suis beaucoup intéressée au système hormonal ces dernières années, mais je me dis par exemple sur les problèmes de thyroïde. Et du coup, c'est en regardant aussi un peu ces formations complémentaires de l'Institut Endobiogénie. Euh, En fait, eux, justement, je me dis, il faut que je revienne probablement sur une formation sur le système nerveux parce que j'ai besoin d'en savoir plus et de savoir mieux comment accompagner les personnes, parce que je me suis vue encore en consultation, pas plus tard qu'hier, dire à une personne, bon, ben, il va falloir qu'on travaille sur le système nerveux pour vous relâcher, donc j'ai commencé à faire un peu quelques exercices de respiration, mais j'ai pas la formation aussi qualifiée que Alicia. J'ai commencé à dire, bah, il faut aussi que vous trouviez des moments où vous vous reposez dans votre journée, un bain, etc., etc. Je suis assez des choses comme ça assez simples. Mais je me dis, si j'avais derrière un background un peu plus solide, certainement que je dirais des choses plus percutantes. Et donc, voilà, moi, je pense que je vais faire cette formation de l'Institut Endobiogénie pour me muscler au niveau système nerveux, finalement, parce que quand on prend par le système nerveux, finalement, on va aussi agir beaucoup sur le système hormonal. Et notamment, ils ont une approche très fine des plantes de l'usage des plantes par rapport au système nerveux.
approche que j'ai pas du tout, hein. Euh, Beaucoup plus qualifiée sur bah, quand quelqu'un a une dominance du parasympathique, quelle plante utiliser, quand quelqu'un a une dominance de l'orthosympathique alpha ou l'orthosympathique bêta, quelle plante utiliser. Enfin voilà, c'est pas impossible que dans les semaines ou les mois qui viennent, je demande en fait aussi à ce qu'ils vous présentent, à ce qu'ils présentent au groupe justement cette spécificité de l'approche endobiogénique. Voilà, je ferme un petit peu la parenthèse pour vous parler du coup de qu'est-ce qu'on peut faire comme accompagnement, accompagnement naturopathique, nous, aujourd'hui, hein, ça ne veut pas dire que euh, ok, il y a Nathalie qui dit c'est vrai que les maladies auto-immunes sont dans différentes pathologies sont compliquées à accompagner. Je suis bien placée pour le savoir. Ouais, ouais, ouais. Surtout quand on commence à avoir des personnes sous traitement euh, qui touchent, enfin, quasiment des traitements, comment on appelle ça, de chimiothérapie, ça commence à être compliqué, hein. Donc la stratégie naturopathique, quand on verra une hypothyroïdie, mais ça peut être valable aussi pour une petite hyperthyroïdie, parce que finalement, quand on aide la thyroïde, on l'aide à retrouver son équilibre, hein. Euh, Évidemment, dans la nutrition, il va y avoir établir tout ce qui est nutritif pour un mode de vie sain, se reposer, changer son rapport au temps. Dans la symbolique, on dit souvent que la thyroïde, c'est le rapport au temps. Euh, on a toutes les plantes qui viennent équilibrer, prendre en charge les carences, donc ça c'est vraiment dans notre rôle, hein, et soutenir le système nerveux et les surrénales, parce que les deux, si elles sont trop sollicitées, vont nous induire des problèmes de thyroïde. Donc on a vraiment ce trio, et puis j'aurais pu rajouter aussi les problèmes d'œstrogène, mais enfin, en base déjà ce trio, système nerveux, thyroïde, surrénale, à travailler conjointement et à voir lequel soutenir le plus, lequel, voilà. Et en fonction, tiens, j'aurais dû changer le bas de cette diapositive. Ah bah, pff. Alors là, je le ferai avant de le mettre. En termes de nourriture, évidemment, dans la nourriture, on va vérifier qu'il y ait suffisamment d'iode, donc huîtres, algues, etc. De produits animaux pour avoir de la tyrosine, du sélénium, et limiter tout ce qui est antinutriments, qui vont nous empêcher d'avoir une bonne assimilation de nos nutriments. Si vous mangez vos algues avec voilà, plein d'antinutriments, et les gens, en fait, aujourd'hui, pensent vraiment que les amandes, par exemple, ou les oléagineux sont des super aliments. On en a fait beaucoup la promotion, mais attention, ils sont pleins d'antinutriments. Si vous faites votre tartare d'algues avec des amandes qui n'ont pas été trempées, qui n'ont pas été pré-germées, bah, en fait, vous risquez de même pas profiter de l'iode de vos algues. Donc attention à ça, hein, les antinutriments. En ce moment, il y a beaucoup les oxalates qui sont en train de sortir, enfin, être un peu à la mode. Enfin, ça, voilà. Se protéger des perturbateurs endocriniens, des aliments goitrogènes, choux, soja. Ok, merci Pauline. Euh, ouais, les oxalates. Des métaux lourds, des AGE, donc les produits de la glycation, de tout ce qui est cramé, trop de sucre aussi qui vont produire des AGE, des molécules de Maillard. C'est un terme anglais, hein, AGE, voilà. Attention aux hypersensibilités alimentaires qui vont nous rendre l'intestin poreux au gluten et au laitage principalement. Et les laitages, j'ai essayé de pas mal de creuser la question en préparant cette masterclass. Il y a beaucoup de gens qui déconseillent les laitages quand il y a des problèmes de thyroïde, hein. Et on n'est même pas à se poser la question à un ou à deux, hein. Et pourtant, les laitages sont le principal apport d'iode dans notre alimentation. Donc, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est si on enlève les laitages pour des questions de pathologie auto-immune, de vraiment compenser avec des produits de la mer. Ça, c'est hyper important. Et pour énergiser, ce qui va soutenir aussi la thyroïde, bah, il y a la soupe miso parce qu'elle a des algues, par exemple.
C'était Jean-Christophe Charrier qui en parlait. L'avoine, grand soutien de la thyroïde, donc avoine sans gluten, un petit porridge d'avoine pour quelqu'un de frileux en plein hiver, avec en légère hypothyroïdie, ça paraît être une bonne idée. Euh, voilà, si je veux vous raconter ma vie, j'avais fait un trek au Népal. Tous les matins, je me prenais un petit porridge d'avoine pour faire face au froid et soutenir mon métabolisme dans, dans le, dans l'effort physique. Bon, soutenir les surrénales et l'ensemble du système endocrinien. Et si la thyroïde est stable avec des périodes de jeûne, le jeûne peut être très bien pour la thyroïde, mais pour une thyroïde stable, même si c'est une hypothyroïdie. Et ça, c'est voilà, c'est Sophie qui le dit. Sophie Pillan, qui a quand même bien étudié cette question, qui est une accompagnatrice de jeûne. Donc, je lui fais assez confiance. Voilà. Si vous faites un jeûne sur une hypothyroïdie stable avec beaucoup de repos, bien sûr, il ne s'agit pas de jeûner en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas parlé de jeûne intermittent, hein. J'ai parlé de jeûne tout court, semaine de jeûne. Voilà. Ça peut être bénéfique, ça va aider à la détox et probablement à ce que la thyroïde se rérégule. Ok, Marine. Euh, voilà, pour travailler sur le système nerveux, on a ben, l'endobiologie, biogénie d'ailleurs, je modifierai. C'est cette discipline où il y a une approche plus fine de l'équilibre du système nerveux. La respirathérapie, l'EFT, la relaxologie, le yoga restauratif, la sophrologie et yogiste. Je me suis amusée là, à mettre yogiste. On pourra vous en parler avec Colette dans un partage de pratique si ça vous intéresse. Et évidemment, la difficulté, ça va être comment je réduis ma to-do list et comment je me repose. Et du coup, la fiche se reposer pendant les règles pour les femmes encore réglées, elle est hyper importante. En plus, elle est vraiment bien faite, donc du coup, ça peut aussi donner un peu à la personne, à la femme, l'idée, ben, en fait, qu'est-ce que ça veut dire se reposer, quoi. Là, tout à coup, c'est très concret, en fait, dans cette fiche. Donc, du coup, ça va valoir pour les règles, mais aussi pour le reste de sa vie et les vacances et tout ça. Et du coup, la femme peut se dire, la femme pressée peut se dire, bah tiens, je suis en vacances, ça veut dire quoi se reposer? Voilà, et tout ça, c'est pour aider vraiment, nous, notre force dans nos séances de naturopathie, on a nos limites, mais on a aussi nos forces, et elles sont hyper importantes. C'est vraiment la prise de conscience de l'impact des comportements sur la santé. Se dire que être en surmenage permanent n'a pas d'impact sur sa santé, c'est voilà, c'est être dans une forme de déni. Notre société en ce moment l'est complètement. Bon, elle est dans un déni de beaucoup de choses sur la santé, mais en tout cas celui-là aussi. Et nous, notre vraiment grand rôle, et c'est pas le plus facile euh, en séance de naturopathie, c'est de vraiment faire le lien. Vous vous comportez comme ça, vous avez ce mode de vie, c'est ça qui est à l'origine, et c'est par des petits changements de rythme de vie quotidien que vous allez arriver à retrouver ou à garder la santé et pas des choses extraordinaires. Alors si après on peut faire appel, leur dire bah ça, prenez un mois de vacances, vous faites rien et vous vous occupez ni de vos enfants, ni de votre travail, ni de vos machins. Bon, sinon c'est des petites choses quotidiennes à instaurer dans le rythme de vie pour lâcher le perfectionnisme, lâcher cette recherche de reconnaissance, hein. Pour celles qui ont lu le livre du syndrome de la femme pressée, vous avez vu, elle monte à la racine de dire que finalement, les petites filles veulent toujours chercher la reconnaissance de leur papa. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est de la psychanalyse de comptoir à 2 euros? Mais je pense que c'est assez juste. Et du coup, voilà, ces prises de conscience-là sont aussi très importantes. Et attention aux situations toxiques aussi qui nous amènent à rechercher de la reconnaissance chez les personnes qui ne sont pas capables de nous les donner. Et le yoga du système hormonal, tout à fait, Isabelle. Toi qui as suivi, je vais le rajouter. On aurait bien aimé avoir un atelier de ta part sur ce yoga. Mais bien sûr, toutes les... Réflexive et en même temps c'est bien. Bonjour tout le monde. Ouais, c'est Ouais, bien parce que je sors du niveau 2 là de la oui, semaine dernière. Donc finalement c'est pas plus mal que je l'ai pas fait avant. Donc
Ben, on va en parler ensemble si tu veux, Irène. Ouais, Ouais, j'aimerais bien, parce qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le système génital. ok. Et voilà. Et j'aimerais vous présenter aussi le yoga parce que c'est vraiment génial. Moi, j'en sors à chaque fois. J'ai une patate quand je sors de ces stages. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me recharge vraiment au niveau batterie. C'est incroyable. Ça fonctionne très, très bien. Ah ouais, génial. Et donc pour la thyroïde, toutes ces postures qui vont faire travailler ce Bien sûr. chakra de la Mm, gorge, les complètement. postures inversées, les postures où on comprime, les postures où on détend la gorge, etc. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Les sons, enfin, ouais, ouais, il y a plein de choses. Mm. Super. Bon, bah, hâte que tu nous présentes ça. Ouais, avec plaisir. Mm. Si vous avez le terrain auto-immun qui est engagé, vous pouvez vous intéresser à ce protocole AIP qui est assez en vogue aux States et dont là, qui a été ce livre-là, bon, aux éditions Soukar, c'est un peu la référence qui présente ce protocole. Donc sans gluten, sans lait, sans œufs. Là, on est beaucoup plus restrictif, donc il faut vraiment le faire encadré, hein. Donc il y a une première étape sans gluten, sans lait, sans légumineuses, sans solanacées, sans œufs, café, alcool, noix, glucides. Enfin, on est assez restrictif. C'est une première étape. Ah mince, il manque le P de phase. Et après, on réintroduit progressivement les aliments. Et c'est pour ça que ça s'appelle un protocole voilà, pour identifier les groupes d'aliments qui réveillent les symptômes. Donc c'est assez. Voilà. Mais ça, moi, j'aurais tendance à dire, si vous voulez lancer la personne là-dedans, peut-être de faire appel à un diététicien ou un naturopathe formé à ça. Je ne sais pas si toi, tu as essayé ça, Nathalie, toi qui es concernée, si tu t'es intéressée de près aussi à ça. Mais probablement aussi des naturopathes qui se spécialisent sur ces questions-là, ce serait intéressant. Là, on a le tableau présenté par Vincent Renaud dans son bouquin sur comment apporter de l'iode. Donc, l'iode, on n'en apporte que après les analyses, hein. On reste, on vérifie quand même qu'on est en carence avant d'en apporter. Et on n'en apporte pas quand il y a une composante hyperthyroïdie, bien sûr. Et pour répondre à Marine, on peut en apporter en hypothyroïdie Hashimoto, mais pour autant qu'on reste dans les normes. On vérifie régulièrement qu'on sort pas, qu'on ne dépasse pas en dosage urinaire, qu'on n'est pas en excès. Donc on peut en apporter, mais en monitorant très régulièrement dans les urines, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'excès. Euh, Sélénium, on peut en apporter. Alors, ça peut être des noix, ça peut être dans des compléments alimentaires, hein. D'ailleurs, on va le voir dans beaucoup de compléments alimentaires, tout prêt pour la thyroïde, chez Copmed, chez Lorica, etc. Il y a du sélénium, du zinc, du fer, selon les besoins. Là aussi, on complémente en fonction des besoins. Donc là, vous avez vu, ils mettent bon, le cycle d'action, mais c'est un peu ce qu'on avait. Donc, le camphéréol, Sophora japonica, serait une plante qui agit sur la thyroïde. L'extrait de Google, ça, on en trouve souvent aussi dans les compléments, voilà, va agir pour favoriser la conversion, empêcher les radicaux hydroxyles et augmente la production de T3. L'ashwagandha stimule la glande thyroïde, augmente la production de T4, anti-stress adaptogène. Le bacopa stimule aussi, augmente la production de T4. Et la tyrosine, donc on amène ce précurseur des hormones thyroïdiennes. Euh, et, euh, et justement, à ce propos, je voulais vous dire un truc. Et je vérifie avant de dire mon truc. Oui, en fait, c'est un précurseur, la tyrosine, et des hormones thyroïdiennes de la dopamine. Je voulais vérifier quand même, mais du coup, ça veut dire que tous les gens qui seront dans l'addiction à la dopamine,
par les réseaux sociaux, le sucre ou d'autres types d'addictions, vont avoir aussi une susceptibilité sur la thyroïde, hein. Parce que manque de tyrosine, qui va être complètement happé par la production de dopamine, va capturer la tyrosine. Donc voilà, on peut être dans du tyrosine style à cause d'une addiction. Donc voilà ce que nous propose LPEV comme plante pour la thyroïde. Vous avez en bourgeon l'aubépine, le chêne, l'églantier, le pommier, la viorne, et notamment l'aubépine quand on est en hyperthyroïdie. Et on sait que l'aubépine en bourgeon, elle agit aussi sur la régulation cardiaque. Donc c'est assez intéressant de voir bourgeon d'aubépine. Donc quand on est dans la gémothérapie, hein, on travaille sur le fond. C'est un travail plus doux, plus constant sur le fond. On fait au moins 3 mois avec des fenêtres thérapeutiques, voire 3 à 6 mois. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui a une tendance hyperthyroïdienne. Voilà, on va noter aubépine, viorne en bourgeon, plus du lycope en, en plante, extrait de plante fraîche. Voilà, le lycope pour l'hyperthyroïdie. Et pour notre hypothyroïdie, insuffisance thyroïdienne fonctionnelle, ça veut dire qu'on constate tous les signes. Voilà, on a de l'avoine avec du chêne et de l'églantier en bourgeon. Et parfois, avec un terrain migraineux, on peut ajouter ashwagandha, avoine. Et ashwagandha aussi, quand on a besoin d'avoir une action, euh, les plantes adaptogènes. Voilà. Et quand on a une inflammation, on va jouer avec le bourgeon de pommier et le curcuma éventuellement. Voilà, ça c'est le mélange Tyrostime de Copmed. Je vous ai mis celui-là pour voilà, mais on a à peu près le même chez Lorica. Donc la fameuse résine de Gougoul, tyrosine. On peut apporter de la tyrosine. Euh, le champignon Coleus forkii, je pense que vous en avez dû en entendre parler, celles qui ont fait les formations IFAS d'Atera de mycothérapie pour la thyroïde, de l'iode sous forme de laminaire, du romarin. Et puis là, vous voyez, ils associent toutes les vitamines et tous les minéraux pour être sûr qu'on est dans aucune carence. Et là, on est sur l'artillerie lourde, on met tout. Et notamment sélénium, zinc, on en a beaucoup parlé, magnésium. Et donc à des dosages, voilà, là par exemple dans le produit de Copmed, ben, on est à 100% quasiment de tous les apports, quoi. Sauf le magnésium. C'est assez impressionnant. Euh, ok, d'accord Nathalie, tu vas regarder le bouquin. Peut-être tester ce fameux régime AIP. Donc par rapport aux causes profondes, tiens, j'ai remis ça là. Bon, ben voilà. Euh, Voilà, je vais pas tellement aller plus loin. Moi, je sais aussi que j'ai beaucoup discuté avec les naturopathes qui font le lien quand on est affilié à l'ORICA. Et notamment, bon, il y avait une ancienne collègue du CNR voilà, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maëva Men, qui fait beaucoup de formations, etc. Maëva, elle me dit que même dans des cas de fatigue tout court, une personne vient en fatigue chronique, elle peut donner facilement l'équivalent de tyrostime, hein, ça s'appelle chez l'Orica, c'est enfin bon, l'équivalent chez l'Orica de tyrostime. Elle peut le donner facilement comme ça sur des fatigues chroniques sans même avoir une confirmation de problèmes de thyroïde diagnostiqués. Voilà, comme en première intention, elle suspecte une hypothyroïdie, pof, elle donne voilà, le tyrostime pendant 3 4 mois et elle dit que elle dit que ça fonctionne assez bien pour remonter l'énergie. De toute manière, voilà, ça va soutenir quoi qu'il en soit. Parce que la problématique de la thyroïde, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez insisté, mais c'est qu'on est fatigué en fait. Et donc, on a beaucoup de femmes qui viennent nous voir pour de la fatigue chronique. Et pourquoi pas directement mettre quelque chose sur l'équilibre thyroïdien dès qu'on a de la fatigue chronique. Ça, c'est un peu la conclusion pour simplifier les choses, pour éviter aussi de se dire que bah, si finalement c'est si compliqué.
allez-y, n'hésitez pas à soutenir la thyroïde comme on soutiendrait les surrénales dans des cas de stress, de soutenir la thyroïde avec des produits comme ça assez bien formulés et qui nous évitent les carences en cas de surmenage, fatigue chronique. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est ce que je fais maintenant après toutes ces discussions avec Maëva et ces retours d'expérience de collègues. Je le donne facilement. Voilà, si ça peut aussi vous aider à dire, bon, on a nos connaissances, on sait qu'on a cette frustration de ne pas avoir un tableau diagnostic très précis, mais finalement, après tout, on a nos signes dans le questionnaire d'hypothyroïdie, on a ces produits qui sont assez bien formulés, un peu ubiquistes, où on sait qu'on va soutenir la thyroïde, allons-y. En première intention, on y va, on n'a pas besoin peut-être d'attendre d'avoir toutes les analyses. Et voilà, donc voilà les sources. N'hésitez pas à écouter ce podcast, Jean-Christophe Charrier. Euh, et puis ben, évidemment, le livre de Vincent Renaud, d'ailleurs, que j'ai sous format e-pub, si ça vous intéresse. Euh, et ce fameux livre que j'ai découvert, dont je vous ai parlé pas mal aujourd'hui. Voilà, voilà, merci de votre attention. Voilà la synthèse sur la thyroïde que je peux vous proposer aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions supplémentaires ou des remarques ou des choses à dire? Merci Isabelle. Ça va, c'est tout bon? Bah super, merci alors. Voilà, ces masterclass qui permettent de faire un point un peu complet et puis de vous donner voilà, mon point de vue à chaque fois sur comment on se situe en tant que naturopathe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, jusqu'où on va, quand est-ce que c'est intéressant d'aller déployer des analyses complémentaires, celles qu'on peut demander, celles que c'est plus difficile, est-ce que si c'est un cas plus compliqué, on en voit, mais aussi on a tout notre rôle de base et voilà. Et puis de pas hésiter à agir sur déjà l'hygiène de base. Ça aussi, hein, c'est ce qu'elle dit Marion, finalement, peut-être que les trois quarts des cas, on va les résoudre avec un changement d'hygiène de vie, et tant mieux. C'est voilà, faut pas non plus qu'on se laisse abattre en se disant oh mais ça, c'est tout le temps du ressort du médecin quoi. Voilà, merci. Bah écoutez, bon bah on se voit vendredi pour certaines. Pas moi. Non? Maëlle, c'est Maëlle, Marjorie, je crois aussi. Si tu peux venir, ce serait chouette. Je vais aller faire un petit repérage dans le jardin du parc de la Villette pour nous trouver un petit coin cosy pour se poser avant la remise des certificats. Ouais, super Marjorie. Il y avait il y avait 6 7 personnes qui avaient dit qu'ils pouvaient venir, c'est cool. Bon, bah, super. À vendredi alors. Bonne Au fin de revoir, journée merci à toutes. beaucoup. Salut, à bientôt. Merci, salut. Merci. Ah, oral du bac, dit Charlotte. Bon courage pour ta fille. Ok, ok. Allez, hop.